Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 janvier, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On continue tous les quarts d'heure, une nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre par vos prévisions météo en ce mardi, après une demi-journée de soleil. Hier après-midi, voilà déjà le retour de la grisaille, des averses et du vent. Et des pluies pour tout le monde aujourd'hui, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, du vent jusqu'à 65-70 km/h en rafale. Et des températures quand même au-dessus des normales de saison, plutôt agréables. 11 degrés aujourd'hui à Dunkerque, à Boulogne et à Saint-Omer, 10 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes, c'est après ce journal. À la une, tout d'abord, revenons rapidement en images sur la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région, près de Valenciennes, précisément à l'usine Toyota d'Onin. Comme prévu, le constructeur japonais en a profité pour annoncer un nouvel investissement de 300 millions d'euros et la création de 700 emplois en CDI. 300 embauchés dès 2019 et 400 supplémentaires dès que la production sera pleinement opérationnelle. Mais à ce propos, quand même, impossible de savoir hier chez Toyota si l'usine valenciennoise produira bien une nouvelle voiture de la marque ou se concentrera sur la Yaris déjà produite depuis plusieurs années. Autre image, autre information, le malaise dans les prisons, cette journée de blocage hier notamment à Longness et ce matin encore, des surveillants se sont enchaînés aux grilles devant le centre de détention à Vendin-le-Vieil pour protester contre leurs conditions de travail, en sous-effectif, en manque de moyens et à des salaires indignes selon eux compte tenu des risques encourus. Pour les syndicats, les 1100 postes promis par la ministre de la Justice en visite la semaine dernière ne sont pas suffisants. Les blocages pourraient se maintenir, les surveillants semblent déterminés à poursuivre le mouvement, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions au sein des prisons, car durant ces actions de blocage, les visites et parloirs sont interdits, les détenus ne sortent pas de leurs cellules et les repas et médicaments ne sont pas distribués. Explication en chiffres avec ce responsable syndical au micro de Corentin Escaillé. Le ministère n'a pas mis les moyens nécessaires pour l'immobilier, n'a pas mis les moyens nécessaires à sa politique carcérale. Nous, ce qu'on demande, c'est pas du incarcérer à tout prix. On demande aussi des mesures alternatives à la carcération. Ce n'est pas le cas actuellement. On a pourtant des bracelets, on a des moyens. Ils ne sont pas utilisés. Et là, on enchaîne à un record de 68 000, 69 000 détenus. Vous comprenez qu'à l'intérieur, ça crée des tensions. Et on a actuellement, par exemple, à Longness, 30 matelas au sol. On a une surcapacité de 167%. C'est inadmissible. Et si vous enseignez ça au plan national, vous imaginez ce que ça peut donner. Mais il y a tellement un retard pris dans l'investissement qu'on en arrive là. L'école de vos enfants est-elle bâtie sur un sol pollué? En France, selon les chiffres récemment publiés par le Plan national santé-environnement, plus de 1200 établissements scolaires sont concernés. Dans la région, cette liste comprend 127 établissements dans les Hauts-de-France, l'une des régions les plus touchées par ces sols pollués. Mais que cela implique-t-il réellement? Réponse avec Idil Gunaï et Alexis Tessier. Sur ces 127 établissements scolaires, une dizaine d'entre eux figurent dans la catégorie A, dite sans danger. Dans la catégorie B, qui rassemble les sites à surveiller, on compte 79 établissements. Du coup, 21 établissements classés dans la catégorie C présenteraient des risques dans notre région, à Lille, la Madeleine, Roubaix-Tourcoing, mais aussi à Dunkerque ou encore Coudekerque-Branche. Alors à quel type de pollution ces établissements sont-ils exposés ? Principalement, c'est la présence de plomb en forte quantité qui a été détectée dans l'eau, l'air et les sols, mais aussi des hydrocarbures. Dans notre région, cette pollution s'explique par le passé industriel et la présence pendant des décennies d'usines de métallurgie, de filature, de teinturerie ou encore de fonderie. Reste maintenant à savoir ce que comptent faire l'État et l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour limiter les conséquences de cette pollution. Selon l'association Robin des Bois, qui s'est battue pour rendre publics ces diagnostics, les réponses tardent. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et si vous souhaitez consulter la liste des établissements scolaires contrôlés près de chez vous et leur diagnostic, je vous renvoie sur le site de l'association www.robindesbois.org.
Dans ce journal, également évoquons l'appel aux dons du secours populaire afin d'organiser, comme chaque été dans la région, l'accueil d'enfants de Tchernobyl. Depuis 1991, en effet, des familles nordistes accueillent bénévolement ces jeunes vivant dans les zones irradiées par la catastrophe nucléaire. Mais cette année, ce programme d'accueil pourrait ne pas avoir lieu faute de financement. Les frais annexes de transport, environ 250 € par enfant, étaient auparavant en effet pris en charge par l'association et les subventions publiques via la région. Mais les budgets, vous le savez, ont été restreints et il manquerait entre 25 et 30 000 € pour organiser correctement ces voyages de centaines d'enfants cet été. Explication avec le témoignage d'un père de famille qui avait l'habitude d'accueillir une jeune fille chez lui chaque été. Il est au micro d'Idil Gunay. Ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est que cet accueil-là permet un lien important avec la région de Mogilev en Biélorussie, puisque par exemple le français est toujours enseigné à l'université de Mogilev. Et il y a des liens qui restent entre les familles, et y compris des enfants de cette région viennent faire leurs études en France, et notamment à l'université de Lille 3. C'est devenu vraiment un lien entre notre région et la région de Mogilev, et un lien qui devient y compris un lien d'échange économique, voilà, puisque aussi les enfants quand ils viennent, c'est aussi des enfants qui découvrent notre région, qui parlent de notre région, qui parlent de la France, et qui donnent aussi une bonne image de notre région. La musique pour terminer avec le clip de la semaine, en association avec la radio Métropolis et notre amie Emma Carlier. Cette semaine, on parle d'un retour, celui de Kylie Minogue. L'Australienne revient avec un 13e album, Golden, album beaucoup plus personnel. Elle parle de ses histoires d'amour, ses rencontres. Elle a d'ailleurs coécrit toutes les chansons, 12 titres au total. Et la semaine dernière, elle a dévoilé le premier extrait, ça s'appelle Dancing. On écoute. Sonorité légèrement country, refrain plutôt électro. Dans ce titre, Kylie Minogue nous invite à danser en toute légèreté. Et petite surprise, la semaine dernière, elle a dévoilé également sur les réseaux sociaux la pochette de l'album. Pour les fans, l'album sera disponible le 6 avril prochain. Et puis il est déjà disponible en précommande sur le site de Kylie Minogue et également sur toutes les plateformes de téléchargement. Et sur le site internet de la radio Métropolis. Et également merci Emma pour ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo. L'actualité continue.